Les Gigi, les grandes gueules, en direction RMC Story avec l'avocat Charles Consigny, avec la sophrologue Laura Varton-Martinez et avec Bruno Poncet, cheminot. Tout à l'heure, les Gigi se sont moqués du dîner mis aux enchères pour aller dîner avec François Hollande et qui a rapporté 27 000 €. On s'est dit, ça doit être à peu près l'équivalent du traitement que reçoit mensuellement François Hollande en comptant ses indemnités de député, ce qu'il touche en tant qu'ancien président de la République. Ce qui nous vaut là maintenant une demande de droit de réponse de la part de l'entourage de l'ancien président de la République. Voilà ce que l'on dit après une série de commentaires moqueurs de vos chroniqueurs. Mais c'est bien leur droit, bien sûr. Les présentateurs ont enchaîné de façon suivante. 27 000 €, c'est l'équivalent de son traitement mensuel. Quelles sont donc les sources? La retraite du président s'élève à 8 000 € par mois, auquel s'ajoutent 5 000 € d'indemnité parlementaire. Ces fausses informations et ces chiffres délirants contribuent un peu plus au rejet de la classe politique par vos éditeurs. Le président Hollande a toujours exercé ses mandats et responsabilités en toute transparence. Il est un farouche défenseur de la liberté d'expression, mais nous en sommes loin lorsque des fake news sont propagées avec autant de légèreté sur le plateau. Voilà ce que l'on dit du côté de l'entourage de François Hollande, qui demandait donc un droit de réponse. C'est fait. J'en profite pour lui lancer une invitation parce que François Hollande est l'une des rares personnalités politiques à n'être jamais venu face au GG. Si l'ancien président veut venir se confronter aux grandes gueules, il est bien sûr la bienvenue. Je précise que moi je ne me suis pas moqué. Ça se défile. C'est Poncet. C'est surtout Bruno Poncet. Moi j'ai vrai. été très respectueux. Mais c'est Bruno Poncet qui nous a donné les chiffres d'ailleurs. C'est ça, les syndicalistes d'extrême gauche. Ils sont c'est méthode Sudrail. Allez, on accueille notre invité. C'est la gauche qui dévore la gauche. Moi je suis pas de la gauche. RMC face aux grandes gueules. Face aux grandes gueules, le député France Insoumise de Seine-Saint-Denis, Éric Coquerel. Bonjour. Bonjour. En parlant de la gauche qui dévore la gauche, les socialistes sont meilleurs que vous. Ça commence bien. Ils sont meilleurs que vous, c'est eux qui ont la main. On le voit bien, Sébastien Lecornu est obligé à chaque fois de céder face à leurs exigences. Plus de 49.3, plus de réforme des retraites, elle est en tout cas suspendue. Et puis ils ont obtenu de nouveaux impôts, de nouvelles taxes, notamment ce nouveau impôt improductif. Finalement, la méthode Olivier Faure, Boris Vallaud, ça fonctionne? Si la méthode c'est d'accompagner le macronisme et d'en être les idiots utiles, oui. Mais c'est exactement ce qui se passe en ce moment. Pour bien comprendre, par exemple, vous me donnez certains points. Bon. Vendredi, tout le monde attendait des discussions dans les couloirs avec les socialistes pour trouver un compromis par rapport à la taxe Zucman sur les patrimoines. Bilan, les discussions ont eu lieu entre M. Lecornu et M. Wauquiez, qui a baissé la taxe du holding de plus de la moitié de ce qu'elle devait rapporter. On en est à 100-300 millions contre 1 milliard au départ. Ensuite, les socialistes, parce que quand même, il fallait se trouver quelque chose, ont fait l'exploit de faire un compromis avec le Rassemblement national sur le programme du Rassemblement national et de faire voter quelque chose qui est à la fois un sous-IFI, l'impôt sur l'immobilier, et un sous-ISF. La ministre vient de dire combien ça rapporte, elle estime à 500 millions d'euros. Et vu la manière de contourner les choses, je pense que ça sera moins que ça. Ça a été voté en tout cas, par le PS, le RN, le MoDem et les députés centraux. Vu que c'est très loin de l'ISF d'avant 2017 que les socialistes vantent. Et enfin, troisième, je me permets de troisième aventure. Là, ils avaient dit, les socialistes, rappelez-vous, si on n'a pas un compromis, si on n'a pas quelque chose sur le taxe de patrimoine, retenez-moi, je fais un malheur, je censure. Donc ils n'ont pas censuré. Et maintenant, le Premier ministre leur dit, mais attendez, on va vous faire des concessions sur le PLFSS. Et donc le Premier ministre, de la Sécu, le Premier ministre, M. Lecornu, qui est habile, dit les concessions, c'est le gel. On arrête le gel des retraites et des minima sociaux. Mais il a donné quelque chose qu'il avait déjà perdu parce qu'au même moment, en commission de l'Assemblée nationale sur le PLFSS, tout le monde a voté contre. Donc en réalité, c'est un jeu de dupes. Voilà. Ce qui est en train de se passer, c'est qu'il essaye d'entraîner le Parti socialiste sur le fait de s'abstenir, voire de voter pour, ce qu'il a d'ailleurs fait, le projet de loi de finances de la sécurité sociale, parce qu'il espère le passer ainsi, tandis qu'à mon avis, le PLF, le budget de l'État, il espère soit par ordonnance, soit par loi spéciale le passer. Donc voilà, c'est pour ça que je parle d'idiot utile. Qu'est-ce qu'ils ont à gagner? On n'a pas été élus pour accompagner le Mais qu'est-ce qu'ils ont à gagner, les socialistes, alors? À mon avis, ils ont à gagner le fait d'éviter une dissolution, parce qu'ils ne veulent absolument pas d'une dissolution. Ils ont peur de la dissolution. Mais écoutez, en tout cas, vous leur demanderez. En tout cas, moi, je constate. Et le seul problème, c'est que le programme sur lequel on a été élu, excusez-moi, pour moi, c'est un peu de l'importance, c'est un programme qui s'oppose au macronisme. Donc, si c'est finalement accepter le budget dans ces grandes structures, c'est aménagé aux marges du macronisme pour éviter la dissolution, ils ne respectent pas vraiment leur mandat. Donc c'est pour ça que, d'ailleurs, plus personne ne comprend ce qu'ils font. Vous avez vu Cyril Châtelain qui dit on ne comprend plus ce qu'ils font.
À l'Assemblée, plus personne ne comprend ce que font les sociétés. Oui, mais alors, oui, d'accord, mais alors en dehors de l'Assemblée, plus personne ne comprend ce que font les parlementaires. Ça, c'est quand même ça, en ce moment, à mon sens, le sujet. C'est-à-dire que vu de l'extérieur, on a l'impression qu'il y a un concours de création de taxes. Évidemment, vous n'êtes pas en reste, mais tout le monde en rajoute. Même le RN qui, soi-disant, se veut libéral sur les plateaux télé, en fait, est plus à gauche que LFI au sein de l'Assemblée nationale. En tout cas, pas le dernier pour voter des nouvelles augmentations d'impôts. Et donc moi, je me dis, mais quand même, qu'est-ce que vous faites malgré tout de tous ces gens qui vous alertent sur le fait que si vous créez indéfiniment comme ça des nouvelles taxes, dans le pays qui est déjà le plus taxé du monde, c'est perçu comme une espèce de harcèlement par les Français. J'ai vu que même à Bercy, on parle de sorcellerie fiscale. Bercy sort de sa réserve pour critiquer le travail des parlementaires. Il y a beaucoup de témoignages d'entreprises qui sont en train de regarder comment elles pourraient implanter leur siège ailleurs qu'en France, parce que ça devient difficilement soutenable. Donc, est-ce qu'il n'y a pas quand même une espèce d'ivresse qui s'est emparée là de nos parlementaires qui sont lancés dans une espèce de concours de création d'impôts et d'augmentation d'impôts? Alors, ivresse, sorcellerie, folie. Oui. Bon, les termes sont jamais assez forts en réalité pour protéger les ultra-riches et les très grandes entreprises qui, depuis 2017, ont pu payer toujours moins d'impôts et beaucoup moins en tout cas que la plupart des Français. Alors ce que vous dites, Charles Consigny, en plus vous le savez parce que vous suivez quand même ce qui se passe, ne correspond pas à la réalité. Qu'est-ce que nous a dit le gouvernement au début de ce budget? Il a dit on va faire 13 milliards de hausse des dépenses fiscales. D'accord? C'est ça qu'il a expliqué. Hein. Sur ces 13 milliards, alors que lorsque nous demandions une taxation des ultra-riches, des grandes entreprises depuis des années, il nous disait « Ah, mais surtout, qu'est-ce que vous faites? Vous matraquez les Français ?» Sur ces 13 milliards, il n'y en avait qu'un qui était consacré justement aux grandes fortunes et aux grandes entreprises. Tout le reste, c'était les Français qui payaient. Et contrairement à ce que vous dites, justement, sur ce tout le reste, l'Assemblée nationale est revenue quasiment sur tout. On a voté contre le fait de ne pas permettre que l'impôt sur le revenu les tranches ne soient pas réévaluées à l'inflation. On a voté contre, donc on l'a annulé. Il y avait 200 000 foyers qui pouvaient être oui, mais il n'y a pas que concernés. ça. Il y a aussi c'est toujours les mêmes qui vont payer. Toutes les classes moyennes qui payaient plus. Oui. Donc on a voté contre, on l'a battu. On a voté contre, ça vous ne l'avez pas encore vu, mais vous allez le voir, toutes les exonérations de niches fiscales, que ce soit sur les malades de longue durée, que ce soit sur les retraités, que ce soit sur les frais scolaires. On a voté contre, ça aussi c'était une imposition supplémentaire. Par contre, là où vous avez raison, alors le Rassemblement national, méfiez-vous, parce que tout ce qui touche le patrimoine des ultra-riches, ils ne veulent pas y toucher. Hein. Mais on a voté un certain nombre de taxes qui, à mon avis, sont nécessaires. Pourquoi? Parce qu'on a un système depuis 2017 où c'est pas que les ultra-riches ne paient pas assez d'impôts, c'est que toute taxe comprise, ils payent à peu près moitié moins que, on va dire, la moyenne des Français. C'est-à-dire ils sont à taxer à hauteur de 25% de taux d'effort fiscal, pendant que je suppose tout autour du plateau, et puis la plupart des Français, si on prend tous les impôts, toutes les contributions, sont taxées à hauteur de 50%. Vous admettrez qu'il est quand même pas normal que les milliardaires de ce pays... 50%. Comment? Et moi, je trouve que ce qui n'est pas normal, c'est qu'on nous prenne 50%. Vous pouvez éventuellement... Davantage. Et ça, c'est un autre débat, Charles Consigny. C'est le même. Mais alors, attendez, vous pourriez vous battre pour faire baisser l'impôt des Français plutôt que d'augmenter ceux qui n'en payent pas, selon vous, suffisamment. Mais justement, vous me dites ça. Figurez-vous qu'on a voté on a voté pour l'indexation des tranches de revenus qui touchent les personnes de par Charles Consigny. Parce que les 0,1% des plus riches, peut-être vous semble bizarre, qui sont assujettis, eux, à l'impôt sur le revenu, effectivement, ils ont un taux marginal d'impôt de 47-48%. Bon, moi, je trouve qu'anormal que les 0,01, c'est-à-dire quelques centaines de personnes, ils payent moins de 2% d'impôt sur le revenu et environ de 25% d'effort. Et ça coûte 18 milliards environ de peste recettes. Alors, on a voulu réagir là-dessus. Plus deuxième grand thème que j'ai présenté, je termine là, sur les multinationales, parce qu'on estime que c'est pas normal que les multinationales soient imposées beaucoup moins que les TPE, PME dans ce pays. Tout simplement parce qu'elles délocalisent leurs profits grâce au prix de transfert, des optimisations, et que ce qu'on a demandé simplement, c'est qu'on rectifie quand elles vont délocaliser leurs profits dans des paradis fiscaux, qu'on les taxe en vertu de ce qu'elles font comme chiffre d'affaires dans le pays. C'est normal quand même. C'est pas ça qui. Oui, c'est ce que j'allais dire. Des paradis fiscaux, c'est juste des pays qui promuent l'industrie. Non, l'Irlande ne promeut pas l'industrie. Je suis pas sûr. Non, c'est pas pour ça qu'Apple est parti en. Non, c'est parce que vous avez raison de le signaler. On a une Union européenne un peu bizarre, qui est sans harmonisation fiscale. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a des paradis fiscaux à l'intérieur de donc, nous, on est un enfer fiscal. Le Luxembourg,
le Luxembourg, laissez-moi finir. Le Luxembourg, les Pays-Bas, l'Irlande, par exemple, qui font en sorte de pouvoir abriter soi-disant des activités de ces multinationales. En réalité, c'est juste une machine à optimiser et à moins payer ses impôts. Et du coup, les multinationales qui sont implantées en France, et ben comme ça, elles délocalisent leur profit. Vous allez elles partent des États-Unis, elles regardent en Europe. Mais les PME rêveraient de payer moins d'impôts également. Je ne connais pas une PME qui dit mais je suis content de payer autant d'impôts. Mais très bien. Parce que vous dites paradis fiscal, mais ça veut dire que la France est un enfer fiscal. Pas pour les ultra riches. Alors là, excusez-moi, pour les ultra riches, les très grandes entreprises. Non mais tous. Pour les Français en général, c'est-à-dire que je comprends. Vous avez une cible, ce sont les ultra riches. Ah oui, parce que ça nous coûte des dizaines de milliards. Avant on disait les riches, maintenant c'est les ultra riches. Oui, parce que c'est normal, ils sont plus de 100 milliards d'euros, de dollars. D'accord, mais je veux dire, comme si tout le problème de la France était ça. On nous fait croire depuis des semaines que le problème numéro 1 de la France, c'est les quelques riches, c'est les riches qui ne payent pas assez d'impôts. Sincèrement, moi, quand je vais à l'hôpital, quand je vais voir comment fonctionne notre école publique, quand je vois tout ce qui ne fonctionne pas en France, j'ai pas l'impression que c'est à cause des riches. J'ai l'impression que c'est à cause d'un État obèse qui est mal géré, qui a beaucoup d'argent, plus d'argent d'ailleurs que nos voisins européens, et qui le gère moins bien. Mais ça, jamais les insoumis n'en parlent. Jamais. Parce que je pense que c'est faux, mais je vais y revenir. Attendez, je voudrais revenir. Non, mais je voudrais revenir juste sur le premier point. Vous avez raison de dire que le propre du macronisme, alors ça n'a pas commencé avec Macron, ça a commencé avant, mais le propre du macronisme, c'est qu'on revient à une situation d'avant-guerre. C'est-à-dire qu'on a effectivement quelques centaines de personnes, allez, on va dire quelques milliers, qui possèdent des richesses comme jamais on a possédé dans ce pays. Les 500 personnes les plus riches de ce pays, elles ont doublé leur patrimoine depuis 2017. Aujourd'hui, elles possèdent, leur patrimoine équivaut à 42% du PIB. C'est ça le processus. Mais non, c'est pas ça. Mais non, c'est pas ça. Alors mais ça c'est très intéressant. Oui, mais ça, Monsieur Coquerel, ça je voudrais. Oui, mais je voudrais répondre. Je voudrais répondre. Leur fortune équivaut à 42%. Oui, mais donc c'est pas la même chose. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas par 2 depuis 2017. Oui, mais c'est très intéressant. Figurez-vous qu'à une trentaine d'années, c'était 6%. Oui, mais c'est très intéressant parce que on leur a fait moins payer d'impôts. Monsieur le Président Coquerel, de leur demander de payer l'impôt qu'ils doivent. Est-ce que franchement, oui, mais il y a une part. Non, mais les Français qui voudraient gagner plus d'argent. Ils ont été un peu intoxiqués par une fake news consistant à essayer de leur faire croire, je dis pas que c'est vous, mais certains ont essayé de leur faire croire que ces riches possédaient 42% en gros des richesses de la France. Mais c'est pas ça la réalité. C'est que, ils ne possèdent pas 42% de notre pays. C'est que leur fortune équivaut à 42% du PIB français. Mais c'est une fortune qui est faite à l'étranger. C'est pas 42% des terrains, de l'immobilier, de la fortune, de l'argent qu'il y a sur les comptes, etc. Ça équivaut à 42%. Donc ça, c'est quand même une fake news qui a d'ailleurs été largement propagée par Monsieur Zuckman, qui n'est pas la moitié d'un idéologue. Alors encore vous me dites vous, parce que j'ai entendu là, il y a un espèce d'élément de langage qui se répand depuis 2-3 jours. C'est pas ce que vous venez de dire, vous dites c'est à l'étranger, etc. Qui serait l'idée qu'en fait leurs biens, parce que c'est des actions, seraient immatérielles, qu'elles varieraient, etc. de jour en jour, et que donc on ne peut pas estimer. J'ai entendu Madame Bréjon dire ça ce matin. Bon, mais de qui se moque-t-on? La fortune de Bernard Arnault aujourd'hui, elle est estimée à 167 milliards d'euros. 167 milliards d'euros. En fonction effectivement de la valorisation du groupe. Non, c'est à la valorisation de ses actions, parce que vous le savez, Charles, c'est que la plupart des actions de M. Arnault sont des actions familiales. Ouais. Et donc, cette valorisation, c'est-à-dire cette façon d'avoir transféré son patrimoine personnel, ses revenus vers du patrimoine professionnel, je suis désolé, ça n'a rien d'immatériel. Et si d'ailleurs, ça variait du jour au jour, qui fait qu'on aurait du mal à estimer de combien, vous remarquerez que dans la tendance, c'est pas vrai, pour les raisons que je vous ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que leur patrimoine n'a pas cessé d'augmenter. Nous avons ce problème en France. C'est-à-dire que, et je vais vous dire pourquoi on l'a fait. Parce qu'il y a une raison, ça nous a été dit. Ça nous a été dit, je me rappelle de Bruno Le Maire, parce que moi, il a l'honnêteté de ce qu'il avance. C'est pour ça que je l'apprécie. Il a expliqué que il appliquait cette politique pour favoriser les capitaux et pour faire en sorte que ces capitaux fassent de l'investissement de demain, l'emploi après-demain, etc. Bien. Le bilan, il faut le regarder. Le chômage va être à plus de 8% à la fin de l'année. On augmente, le taux de pauvreté explose. L'industrie est en dessous de 10% du PIB. La productivité baisse en France. L'investissement sur toute cette période a baissé. Donc, ça n'a pas porté ses fruits. Par contre, les dividendes ont été multipliés par 2. Donc, à un moment donné, il faut que ces gens-là contribuent à l'effort. Ils en ont profité, je ne sais pas combien, et on a besoin de ces recettes justement pour tout ce que vous dites.
pour les écoles, pour les hôpitaux, etc., qui ont eu leur budget, qui ont diminué depuis des années, alors même que notre système public français nécessite qu'ils aient plus d'argent public. C'est pas vrai. Mais même dans ce budget, les dépenses publiques continuent d'augmenter. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Mais non. Mais non. Monsieur Coquerel, c'est factuel. Les dépenses publiques continuent d'augmenter. Mais c'est un fait qui est faux. On continue d'embaucher des fonctionnaires. C'est un fait qui est faux. Ah bon? Oui, bien sûr. Montrez-le-moi. Et je vous le démontre tout de suite. Emmanuel Macron est au pouvoir. Je vous le démontre tout de suite. Depuis 2017, les dépenses publiques de l'État, elles ont baissé. Stagné. L'ensemble des dépenses publiques. Et ben je vous dis que mais non, mais je vous parle de tout. Les dépenses publiques sont environ de 57%, elles ont légèrement baissé. Qu'est-ce qui a baissé? C'est les recettes de 3 points. C'est-à-dire que les recettes de 3 points, c'est 100 milliards. Et ces 100 milliards d'euros ont bénéficié surtout aux ultra-riches parce qu'on les a avantagés fiscalement et autres, et que cet argent nous manque. Voilà, c'est un fait. Alors, quand vous dites c'est un fait, c'est ça le fait. On continue la discussion dans un instant. C'est Éric Coquerel. Là, je peux baisser un peu. Président de la Commission des Finances de l'Assemblée nationale, qui est avec nous. Si ça assure ce que fait le privé ailleurs. Sur RMC et RMC Story, il est 11h20. Gégé Ligrand-Miel sur RMC Story aujourd'hui, Laura Varton-Martinez, sophrologue, Charles Consigny, avocat, Bruno Poncet, cheminot, et notre invité Éric Coquerel, député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis, aussi président de la Commission des Finances à l'Assemblée nationale. On reprend notre discussion qui a trait à la session budgétaire, à ce qui se passe au Parlement, à l'Assemblée nationale, dans tous les cas pour le moment. Laura Varton-Martinez, question à Monsieur Coquerel alors. Oui, ma question était la suivante. J'estime que le message que vous avez fait quand vous n'avez pas voté la censure du RN était mauvais. Moi, dans l'idée, je voulais tout simplement et purement... Moi, par exemple, je suis de ces électeurs de droite qui sont complètement paumés. Je ne sais pas pour qui je vais voter. Rien ne me convient totalement d'un côté comme de l'autre au niveau des droites. Mais une chose dont j'étais sûre, c'est que je voulais censurer ce projet, ce budget et ce gouvernement. Et quand j'ai vu le RN qui censure avec vous qui vote votre censure, je me suis dit, ok, pour une fois, les litiges sont mis de côté. On est tous d'accord pour dire que ça, c'est pas possible. On n'est pas d'accord sur les solutions, mais on n'est pas d'accord sur le principe. Et quand j'ai vu que LFI n'avait pas voté la censure du RN, je me suis dit, mais pourquoi vous n'étiez pas en train de vous serrer la main en disant, on va s'aimer sur une étoile ou sur un oreiller. C'était juste, on n'est pas d'accord avec ce qui est en train de se passer et on fait bloc contre Macron. Donc je trouve ça un peu moyen de dire que le PS se met à genoux devant le macronisme pour garder ses sièges, parce que pour moi, dans les faits, bien que ce ne soit pas dans l'accord avec vos idéologies, le RN, et je l'entends, il n'y a pas de souci, mais je me dis, pourquoi vous ne l'avez pas voté? Pourquoi vous ne votez pas la motion de censure du RN? D'abord, ça n'aurait rien changé, juste disons-le, parce qu'à partir du moment où le PS manquait de toute façon, arithmétiquement, ça ne changeait rien. Et puis oui, on assume le fait que nous, on ne veut pas battre un gouvernement en appuyant un texte du RN. Voilà. Nous, on pense toujours que le barrage est nécessaire. Vous avez raison de souligner qu'il y en a de moins en moins qui le pensent. Et c'est un problème. Bon. Mais nous, on reste fidèle à cette ligne qui fait qu'on considère que le RN n'est pas un parti comme les autres. Et donc, on ne va pas essayer d'aider le RN où il pourrait dire après, c'est grâce à nous, on a abattu le gouvernement Le Cornu. On n'est pas sur cette position. Mais encore une fois, arithmétiquement, ça change rien. Bien sûr que ça n'aurait rien changé. Le calendrier, parce qu'il est important. Depuis le début, vous dites, je crois que vous l'aviez même dit ici dans les grandes gueules, on n'y arrivera pas, on ne tiendra pas les délais. Le débat a pris beaucoup de retard. Là, on va discuter du budget de la sécurité sociale. Après, on reviendra sur le budget, la partie dépenses. Qu'est-ce qui va se passer alors si on est hors délai? Alors déjà, le débat. Revenons à pourquoi le débat a pris du retard, parce que sinon on oublie la responsabilité. C'est pas l'Assemblée qui s'enlise, c'est qu'on a commencé 2 semaines en retard. Bon, on a commencé 2 semaines en retard par rapport au texte et aux dates de la loi organique. On peut se demander d'ailleurs pourquoi ces dates sont encore dans la loi organique, parce que le Conseil constitutionnel a décidé que c'était pas grave de pas les respecter. On a pris 2 semaines de retard. Donc du coup, on se retrouve effectivement véritablement en danger par rapport aux 2 délais qui sont donnés pour le PLFSS, c'est 50 jours. Si le Parlement ne s'est pas prononcé au bout de 50 jours, ça passe par ordonnance, et c'est le texte initial, et c'est 70 jours pour l'Assemblée. Et là, moi, je constate que tout me semble fait pour que ça soit une éventualité. Voilà, donc je le vois aujourd'hui dans la manière dont les délais... Ça pourrait arranger le gouvernement? Ah bah oui, très clairement. Mais parce que le gouvernement, c'est une chose. Le projet de loi de finances, ça je vous le dis, sera battu. Il ne peut pas passer. Il n'aura pas de majorité. Bon, à partir de là, vous avez 2 manières de le faire passer. La meilleure pour le gouvernement, c'est les ordonnances, puisque ça rétablit le texte initial. Bon, s'ils n'y arrivent pas, à mon avis, ils se feront très bien de la loi spéciale, parce que finalement, la spéciale, c'est le budget de l'an dernier, donc c'est une année blanche. Voilà. Donc je pense que c'est ça leur solution. Par contre, ils ont un gros problème pour le PLFSS, parce que le PLFSS, il n'y a pas de loi spéciale.
Donc soit ils vont jouer sur les délais 50 jours, je pense que c'est le plus probable, soit ils vont compter sur le Parti socialiste pour les aider à faire passer ce budget. Voilà aujourd'hui les scénarios devant nous. Comment ils peuvent compter sur le PS pour faire passer le budget? C'est une abstention, c'est ça? Oui, c'est ça. Bon, c'est même peut-être mieux parce que le Parti socialiste, en commission qui se déroulait pendant le débat à la séance, a voté pour le PLFSS. Alors, ça veut dire qu'ils ont voté pour tout un tas d'horreurs sociales. Oui, le doublement de franchise médicale, le fait de baisse de dotation des hôpitaux. Alors, je sais que pour vous, c'est peut-être très bien, mais à gauche, en théorie, c'est pas terrible. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, ils ont voté pour. Donc, voilà, à mon avis, leur objectif. Faire en sorte qu'une partie de l'opposition soit s'abstienne, soit vote pour. Et puis le PLF, soit loi spéciale, soit ordonnance. Voilà. Vous avez vu le sondage publié hier par la Tribune Dimanche? Tout ça, ça profite à qui? Ah si, j'ai vu. À Jean-Luc Mélenchon, non? J'ai vu. Alors, il progresse, mais avant tout à Jordan Bardella. Oui, je sais. Non, vous avez remarqué que dans les sondages, tout le monde nous dit que ça profite toujours au RN. Ouais. Toujours. Donc c'est une chose. Mais moi, je remarque surtout dans ce sondage, si je constate... Alors, première chose, que ce soit les sondages pour ou contre, prenons-les comme avec réserve. Oui. D'accord. Je vous rappelle que jusqu'à 19h55, le 7 juillet, le RN était donné gagnant au moment où les urnes ont donné. Donc quand même... Bon. Mais ce que je constate, c'est que nous, à travers Jean-Luc Mélenchon, 1 an et demi avant des présidentielles, on n'a jamais été aussi haut. Vous savez, nous, c'est la tortue, vous connaissez. Voilà. Donc je prends ça plutôt positivement. Un second tour, Jean-Luc Mélenchon face au RN, alors soit Marine Le Pen, mais pour l'instant elle ne peut pas se présenter, soit Bardella, c'est envisageable selon vous? Oui. Je pense même que c'est le scénario le plus probable. Pourquoi? Et je sais que je ne suis pas le seul à le penser, y compris parce que les deux forces qui sont en dynamique et qui sont quand même les plus lisibles dans tout ce qui se passe, chacune de leur côté, c'est le Rassemblement national et les filles. 2027 ou avant? Alors nous, on aimerait que ça soit avant. Pour une bonne raison, c'est qu'on pense que quand on a des situations comme actuellement, c'est par les urnes que ça doit se débloquer de manière pacifique. Et on voit bien aujourd'hui que le problème remonte à l'Élysée. Et on n'est pas les seuls à le dire. Il y en a de plus en plus qui le disent. Et que si on était... Oui, même Bruno Retailleau le dit aujourd'hui. Oui, mais parce que tout procède des présidentielles. C'est Emmanuel Macron qui a dissous l'Assemblée. C'est Emmanuel Macron qui n'a pas respecté le suffrage universel. C'est Emmanuel Macron qui veut imposer des gouvernements minoritaires sur une politique minoritaire. À un moment donné, si on veut résoudre vraiment la question, et je pense qu'il y a urgence, parce que l'instabilité politique, ça coûte, ça c'est vrai. Mais l'instabilité, c'est lui qui la crée. Je pense qu'il faudrait des présidentielles anticipées. Bruno Poncet. Alors, moi j'entends ce que vient de dire Eric, et en fait, quand tu vois qu'aujourd'hui, quand tu regardes le calendrier, c'est 2026, il va pas rien se passer parce qu'en fait il y a les municipales. Donc en fait, faut attendre minimum 1 an. Donc si aujourd'hui tu pars sur 2027, on a un sujet, c'est qu'on a une société qui est fracturée aujourd'hui. Tu parles avec n'importe qui, même avec tes copains d'enfance, tu peux te chicaner sur la politique parce que la société est fracturée sur plein de sujets. Et en plus il y a plus de nuances. Or aujourd'hui, là, en fait on le sait depuis longtemps, mais tu te rends bien compte que les socialos aujourd'hui, comment tu peux faire une union avec la gauche qui reste un peu, alors entre Faure et Glucksmann qui sont des gens, moi je vois même pas ce qu'ils peuvent penser d'être à gauche un jour. Si un jour ils regardent un peu les textes de gauche, ça ressemble pas à ça à gauche. Mais c'est pas ça la vraie gauche. Après on peut parler de c'est la gauche qui a toujours gouverné. Mais c'est cette gauche-là qui nous a toujours trahis. On est bien d'accord. Par contre, t'as un sujet, c'est comment on va faire pour aujourd'hui avoir une vraie réponse au RN. La semaine dernière, on avait Bardella ici. T'es en face de toi. Bardella, franchement, tu regardes, c'est un centurion. Il est là, il est assis et il sait. Et il sait aujourd'hui qu'en fait, derrière lui, il y a 35 minimum % des Français, voire 51, parce qu'en fait, il sait. Donc, à un moment donné, si tu fais pas une union de... que les sondages donnent. Après, il faut faire 50 plus 1. C'est plus compliqué. Aujourd'hui, on voit bien. Et donc, aujourd'hui, comment tu fais une union de la gauche? On est en train de se déchirer comme c'est pas permis. Et on a 18 mois il y aura 2 candidats de gauche, comme il y a toujours eu. Même plus, je pense, oui. Voilà. Même plus. Et on perdra une fois de plus. Oui, mais... c'est pas grave. J'ai failli dire mais vous l'avez dit. C'est pas très grave. Je vois pas très bien comment on pourrait partir avec Glucksmann. De toute façon. On est d'accord. Et en plus de ça, je vous remarquer que ce soit Glucksmann ou les socialistes, c'est pas nous qui avons dit plus d'alliance, c'est eux qui ont dit pas d'alliance avec LFI. Y compris là quand une législative anticipée était en question il y a quelques semaines, on a proposé à toutes les autres forces de gauche de revenir et simplement de défendre le programme sur lequel on était tout ce qu'on demandait. Bon, les socialistes sont pas venus, donc c'est pas nous qui excluons. Je voudrais revenir quand même quelque chose juste sur le RN pour qu'on l'entende bien. Et notamment par rapport à ce qu'il disait Charles de Consigny qui nous prendrait à gauche. Toutes les taxations des grandes fortunes, le RN vote contre. Toutes. D'accord? Et ils ont présenté un contre-budget où ils disent on va faire 100 milliards d'économies. Et dans les 100 milliards d'économies, il y a toutes les économies prévues par le gouvernement sur les hôpitaux, sur les retraités, etc. qu'ils accumulent. Donc, je veux dire, à un moment donné, il faut regarder ce qu'ils disent vraiment. Et ce qu'ils disent vraiment, c'est eux aussi ils protègent le système. Eux aussi ils protègent ce système qui fait en sorte d'avantager
des ultra riches et de faire payer la note à tous les Français. Voilà, dans la réalité des choses. Non, mais c'est ce que dit M. Coquerel est vrai, puisque Jordan Bardella déjeune avec des milliardaires de manière tout à fait régulière, comme c'est écrit dans la presse. C'est 27 000 € pas le déjeuner, non? On voit bien quelle est la stratégie. Bardella s'occupe des patrons et des bourgeois, en gros, et Marine Le Pen des classes populaires, et donc il y a une espèce de dualité qui, à mon avis, d'ailleurs, pose un problème de sincérité. C'est-à-dire, on ne sait pas quelle est la vraie ligne. Est-ce que c'est la ligne souverainiste de gauche de Marine Le Pen, Jean-Philippe Tanguy et quelques-uns au RN, ou est-ce que c'est la ligne libérale de droite présentée par Jordan Bardella? En tout cas, celle qui est écrite dans le programme, c'est la ligne de gauche. Moi, ce qui m'interpelle quand même, au risque de me répéter, c'est que vous défendez encore et toujours un truc que les Français rejettent quand même massivement. La taxe Zuckman dans les sondages, oui, alors sur les ultra riches, oui, sur les ultra riches, oui, parce que voilà. Ah oui. Mais en revanche, ce qui monte quand même profondément dans le pays, c'est quand même une espèce de ras-le-bol face à une surtaxation, une surréglementation. Les gens en ont quand même un peu soupé. Et ce qui me frappe énormément, c'est que dans cette pétaudière qui est devenue l'Assemblée nationale, je le dis avec respect pour l'institution, mais je constate ce qui s'y passe, personne ne propose de diminution de dépenses publiques. Personne. Et j'ai interrogé il n'y a pas très longtemps quelqu'un de votre parti. Il n'avait pas de baisse de dépenses publiques à me proposer. La seule baisse qu'il proposait, c'était la suppression des allègements de cotisations et d'impôts qui est présentée sous la forme d'aide aux entreprises. Et c'était la seule baisse de dépenses publiques. Donc ma question, c'est, à gauche, est-ce que malgré tout, vous considérez, à part cette histoire d'aide aux entreprises, est-ce que vous pensez qu'il y a des réductions de dépenses publiques à faire, des diminutions d'effectifs dans la fonction publique, le fait de laisser tomber la prise en charge par le secteur public, etc., etc. Est-ce que c'est possible ou est-ce que c'est complètement impossible? Non, ce n'est pas possible parce qu'on pense que c'est pas souhaitable. Mais on n'est pas d'accord. Non, mais c'est bien. Même le budget de la défense. Je vais essayer d'expliquer. Je vais essayer d'expliquer pourquoi. D'abord sur ce que vous dites, à part les aides aux entreprises. Les aides aux entreprises, c'est un rapport du Sénat qui a été voté, y compris par des gens de droite. On estime aujourd'hui que c'est 211 milliards d'euros. On est recordman d'Europe. D'exonération fiscale. Non, à 97%. Tout compris. Oui, mais à 97%. Ça mène aussi l'apprentissage, etc. C'est des exonérations de taxes. Je reviens. Tout compris. Les exonérations, c'est 70-80 milliards environ. Et puis, il y a tout, les subventions, etc. Tout compris, c'est ça. Souvent sans contrepartie, ce qui fait qu'il y a des entreprises instantanément qui reçoivent des aides et qui un an après licencient. Ouais, ou Mittal, voilà. Ou on en a quelques-uns et quelques-uns comme ça. Hein. C'est la plus grosse dépense de l'État. Vous savez, on dit c'est la charge de l'État. En fait, c'est la plus grosse dépense de l'État. Donc vous me permettrez de dire que là, il y a peut-être de l'argent à récupérer ou peut-être à réorienter différemment. Par exemple, je préférerais que ces 211 milliards servent, pourquoi pas, à nationaliser ArcelorMittal pour faire en sorte qu'il y ait de la sidérurgie qui reste dans ce pays. Parce que là, ce que je vous annonce, c'est que peut-être que dans 3 ans, il n'y a plus de sidérurgie dans le pays. S'il n'y a plus de sidérurgie dans ce pays, il n'y a plus d'industrie. D'accord, c'est ça la situation. Donc voilà, ça c'est une question posée. Deuxièmement, sur est-ce qu'il faut baisser les fonctionnaires? Bon, ça c'est ce qui a été fait pendant des années. On a baissé le nombre de fonctionnaires. En 2023, on a fait plus maintenant. Non, par rapport à la population globale salariée active, on a baissé le nombre des fonctionnaires. Mais moi, j'assume. On a depuis 1946 un État social dans ce pays qui fait qu'un certain nombre de prestations sociales, un certain nombre de services rendus au public n'est pas assuré par le privé, mais assuré par le public. D'accord ? Donc on n'est pas dans un pays libéral, on est dans un pays socialiste. Bien sûr, on n'était pas un pays socialiste, ni l'un ni l'autre. On a été, mais vous avez raison de poser la question. L'État social né après 1946 et renforcé notamment jusqu'en 1981, ça a été un État d'économie mixte dans lequel un certain nombre de choses qui ailleurs est fait par le privé et coûtent de l'argent, ce qui explique pourquoi, par exemple, la dette privée de beaucoup de pays européens est supérieure à la nôtre, est assurée par le pays. Voilà, c'est un modèle. Moi, je pense que ce modèle, il permet un peu plus d'égalité, de solidarité. Ce modèle est performant. Voilà où j'en viens. Il est moins performant parce qu'on l'attaque de manière profonde. Oui, mais... L'hôpital, par exemple, voit ses budgets par rapport à ce que sont les besoins de la population. 30 ans, Non, il voit ses budgets par rapport aux besoins de la population diminuer considérablement année après année. Enfin, pour moi, la vraie raison pour laquelle vous voulez pas supprimer des fonctionnaires, c'est que les fonctionnaires, ils votent à gauche ou alors pour le... C'est même pas vrai. Bon, c'est pas vrai. D'accord, c'est pas vrai. C'est moins vrai, mais... Non, attendez. Moi, je veux bien qu'on débatte, mais qu'on débatte sérieusement, honnêtement. Depuis tout à l'heure, vous dites des choses qui ne sont pas vraies et on vous laisse parler. Ce n'est pas pour ça que je défends les fonctionnaires. Je défends les fonctionnaires parce que j'estime que l'appareil d'État dans notre pays
il n'est pas trop important et que, y compris, il a été affaibli depuis maintenant 2017 et que c'est au détriment de choses fondamentales. Et par exemple, une chose fondamentale, en plus en France qu'en Allemagne. Une chose fondamentale, c'est que la vraie dette qu'on va tous payer, et là, il n'y aura pas moyen de l'annuler, de la négocier, c'est la dette écologique. Il faudrait 37 milliards de plus d'investissements publics. C'est pas moi qui le dis. C'est Jean Pisani-Ferry qui était un des économistes de Macron. On en est à moins 2 milliards l'an dernier. De la pollution mondiale et c'est la France qui doit tout payer. Attendez, c'est beau aussi ça. Pas dit tout payer, mais faire sa part. Respecter les accords de Paris. Et pour respecter les accords de Paris, je finis là-dessus. Pour respecter les accords de Paris, il faudrait 37 milliards d'investissements public depuis. L'an dernier, c'est moins 2 milliards. Alors, je vous dis que si tous vos amendements de taxes sur les entreprises, elles passent, on se reparle dans 3 ans quand ils sont tous moi, barrés. je vous donne rendez-vous dans moins de 3 ans, dans 5-6 ans, par rapport, aux conséquences du réchauffement climatique et par exemple le fait qu'on ne mette pas assez d'argent pour les pompiers, dans les appareils pour faire en sorte de réagir aux méga-feux qui vont se développer. On coupe dans les fonctionnaires territoriaux et on les donne aux pompiers. Merci, Monsieur Coquerel, président de la Commission des finances à l'Assemblée nationale. Merci d'être passé par les GG. Il est midi moins 20. Dans un instant, on va s'intéresser à une disposition. C'est intéressant. Les députés qui ont voté en commission pour autoriser les médecins à prescrire du télétravail en lieu et place d'un arrêt maladie. Est-ce que c'est une bonne disposition? Une bonne idée, Coquerel. Écoutez, je pense que le vrai problème, ça c'est des ersatz. Le vrai problème, c'est qu'on a la moitié des départements français. Vous ne trouvez plus un généraliste. Plus un médecin. D'accord. Plus un généraliste. Et ben c'est au 32-16 qu'on en discute avec vous, bien évidemment. Cette question.